Il y a des matchs nuls qui ressemblent à des victoires, et puis il y a ceux qui laissent un goût amer, presque un avertissement. Ce Maroc-Mali fait clairement partie de la deuxième catégorie, parce qu'au-delà du score, un but partout, ce match raconte une histoire bien plus profonde. Une histoire de choix discutables, d'occasions manquées, de certitudes qui vacillent, et de questions qui commencent sérieusement à se poser du côté marocain. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief du match entre le Maroc et le Mali. Un match que le Maroc devait gagner, un match qui devait même sceller non seulement la qualification, mais aussi la première place du groupe. Une victoire et tout était réglé. Premier assuré, pression relâchée, possibilité de faire tourner lors du troisième match, du temps de jeu pour d'autres joueurs, de la confiance distribuée. Mais ce soir-là, le Maroc a laissé passer sa chance. Avant d'entrer dans le débat, avant même de parler de choix tactiques ou d'erreurs individuelles, il faut d'abord rétablir une vérité fondamentale. Le Mali n'a absolument rien volé dans ce match. Rien. Pas une minute. Pas un duel. Pas un ballon. Le Mali est reparti avec ce point parce qu'il l'a mérité, parce qu'il est allé le chercher avec ses armes, avec son caractère, avec une lecture du match lucide et courageuse. L'histoire récente du football africain rappelle des occasions manquées, des scénarios frustrants, des compétitions où le Mali est passé tout près sans jamais toucher le sommet. Mais réduire cette sélection à ses échecs serait une grave erreur d'analyse. Le Mali d'aujourd'hui est une vraie équipe de football, une équipe construite, une équipe réfléchie, une équipe cohérente dans ses principes. Sur le terrain, cela s'est vu dès les premières minutes. Le Mali n'est pas venu pour subir aveuglément, il est venu pour observer, pour jauger, pour comprendre. Solide dans son bloc, discipliné dans son placement, le Mali a su fermer les espaces, couper les lignes de passe et imposer une vraie densité physique au cœur du jeu. Chaque duel était disputé, chaque second ballon était une bataille. Et surtout, cette équipe n'a jamais paniqué. Même lorsque le Maroc a tenté d'accélérer, même lorsque la pression s'est accentuée, le Mali est resté fidèle à son plan. Mais réduire la performance malienne à un simple bloc défensif serait injuste, parce que le Mali sait jouer au football. Il sait ressortir proprement. Il sait utiliser la largeur. Il sait se projeter rapidement vers l'avant. Cette équipe est dangereuse. Très dangereuse. À mesure que les minutes défilaient, quelque chose s'est produit. On l'a senti. On l'a vu dans les attitudes, dans les regards, dans la prise de risque progressive. Le Mali a commencé à comprendre qu'il pouvait faire bien plus que résister, qu'il pouvait exister, qu'il pouvait poser des problèmes, qu'il pouvait faire douter. Ils y ont cru, ils ont insisté, ils ont forcé, et surtout, ils n'ont jamais lâché. Même dans les moments de fatigue, même lorsque les organismes tiraient, même lorsque les efforts s'accumulaient, cette équipe malienne a continué à avancer, à presser, à couper les circuits, à jouer juste quand il le fallait. Ce point du match, nul n'est donc pas un cadeau. Ce n'est pas une erreur de l'adversaire. C'est le fruit d'un match maîtrisé, intelligent, courageux. Et ce match rappelle une chose essentielle. Le Mali n'est plus une équipe que l'on affronte avec condescendance. C'est une sélection qui exige du respect, de la justesse, de la lucidité. Une équipe capable de punir si on la sous-estime. Une équipe capable de croire jusqu'au bout et de transformer cette croyance en résultat. C'est aussi ça le football africain d'aujourd'hui. Exigeant, imprévisible et terriblement compétitif. Face à une équipe aussi disciplinée et cohérente, chaque décision compte, chaque choix pèse. Et c'est là que les premières incompréhensions apparaissent. Parlons donc du Maroc. Posément, lucidement, sans excès, mais sans détour. Parce qu'il y a dans ce match des éléments qui interrogent profondément, des décisions qui laissent perplexes, et surtout des orientations qui, au fil des minutes, ont donné le sentiment que le Maroc avançait sans réellement corriger ses propres déséquilibres. Soyons clairs dès le départ, il ne s'agit pas ici de désigner un coupable tout trouvé, ni de tomber dans la facilité du procès individuel. Le football de haut niveau ne fonctionne pas ainsi. Ce match nul ne se résume ni à un duel perdu, ni à une erreur isolée, ni à une performance ratée d'un seul joueur. Ce qui pose question, c'est la lecture globale du match. Les choix de Walid Regragui, dans la composition de départ comme dans la gestion du tempo, des rôles et des changements, soulèvent de vraies interrogations. Des interrogations légitimes, des interrogations tactiques, des interrogations stratégiques. Car dès le coup d'envoi, certaines décisions interpellent. Le choix de profils plus axiaux sur les côtés, l'absence de véritables joueurs de percussion dès le départ, la volonté manifeste de sécuriser avant de déséquilibrer.
Tout cela dessine une approche prudente, presque trop prudente, face à une équipe malienne pourtant prête à encaisser, mais aussi à réagir. Au fil des minutes, le problème devient plus visible. Le Maroc monopolise le ballon, oui. Il s'installe dans le camp adverse, oui. Mais cette possession manque de tranchant, de verticalité, de spontanéité. Elle tourne, elle circule, elle patiente, sans véritablement fissurer le bloc malien. Et lorsque les difficultés offensives apparaissent, ce manque de largeur réelle, cette absence de fixation sur les côtés, cette dépendance excessive au centre, les ajustements tardent à venir, comme si le Maroc persistait dans une idée, espérant qu'elle finisse par fonctionner. C'est là que la gestion du match devient centrale. Parce qu'un sélectionneur ne se juge pas uniquement sur son plan initial, mais sur sa capacité à sentir les moments, à comprendre quand une dynamique bascule, quand un adversaire prend confiance, quand un schéma cesse d'être efficace. Et dans ce match précis, cette capacité d'adaptation a semblé faire défaut. Encore une fois, il ne s'agit pas d'accabler. Walid Regragui reste un entraîneur qui a redonné une identité, une solidité et une crédibilité internationale au Maroc. Mais justement, c'est parce que le niveau d'exigence a changé que l'analyse doit être plus fine, plus rigoureuse, plus honnête. Ce Maroc-là ne manque pas de talent. Ce Maroc-là ne manque pas d'expérience. Ce Maroc-là ne manque pas de qualité individuelle. Ce qui a manqué ce soir-là, c'est une réponse claire aux problèmes posés par le Mali, une lecture plus tranchée, des choix plus audacieux, une capacité à sortir du cadre prévu pour imposer autre chose quand le scénario l'exigeait, et c'est pour cette raison que ce match nul ne peut pas être balayé d'un revers de main, parce qu'il révèle quelque chose de plus profond qu'un simple partage des points. Il révèle des zones d'ombre, des hésitations, des décisions discutables qui, à ce niveau de compétition, finissent toujours par coûter quelque chose. Le Maroc n'a pas perdu, mais il n'a pas convaincu non plus. Et parfois, dans une grande compétition, ce sont ces matchs-là qui en disent le plus long. Et c'est précisément là que l'on touche au cœur du problème. Parce que ce match face au Mali n'est pas un accident isolé. Il s'inscrit dans une continuité, une tendance déjà perceptible, déjà signalée, déjà observée lors de la rencontre précédente face aux Comores. Ce que ce match est venu confirmer presque brutalement, c'est une forme de répétition dans les intentions offensives du Maroc. Une répétition qui finit par devenir prévisible, une répétition qui, à ce niveau, finit par être lue, anticipée et neutralisée. Le Maroc centre, le Maroc insiste, le Maroc répète, encore et toujours. Mais très vite, une question s'impose presque naturellement. Pour qui centre-t-on? Et surtout, dans quel but? Car lorsque l'on observe la surface de réparation adverse, le constat est frappant. Il n'y a pas de véritable point d'ancrage, pas de présence dominante, pas de timing collectif. En-Nesyri n'est pas là. El Kaabi, lui, est trop souvent isolé, pris en étau, dos au but, obligé de lutter seul face à des défenseurs plus grands, plus puissants, parfaitement installés dans leur zone de confort. Dans ces conditions, multiplier les centres devient non seulement inefficace, mais presque contre-productif. Le ballon revient, le Mali repousse, le Mali se replace, et à chaque renvoi, il gagne un peu plus en confiance. Et pourtant, malgré ce constat évident, le Maroc persiste. Comme si l'idée initiale devait forcément finir par payer, mais le football de haut niveau ne fonctionne pas ainsi. Face à un bloc compact, athlétique, discipliné comme celui du Mali, il ne suffit pas d'arroser la surface. Il faut créer des décalages, fixer, déséquilibrer, obliger les défenseurs à sortir, les mettre en mouvement, les faire douter. Or, dans ce match, cette variété a cruellement manqué. On a vu trop peu de centres en retrait, trop peu de ballons à ras de terre, trop peu de combinaisons rapides, trop peu de changements de rythme. La possession marocaine, souvent stérile, donnait l'illusion du contrôle sans jamais réellement provoquer le chaos nécessaire pour faire tomber un bloc aussi solide. Et pendant que le Maroc insistait dans cette direction, le Mali, lui, lisait, anticipait, absorbait. Lorsque les choix initiaux ne produisent pas l'effet escompté, lorsque les difficultés sont identifiées, la capacité d'adaptation devient essentielle. Et sur ce point précis, le Maroc a donné le sentiment de manquer de solutions alternatives. Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas une question d'envie, c'est une question de lecture du jeu. À force de répéter le même schéma, le Maroc a rendu son jeu lisible. Et à ce niveau de compétition, être lisible, c'est s'exposer. C'est offrir à l'adversaire la possibilité de s'installer mentalement dans le match, de prendre confiance, de se dire qu'il tient quelque chose.
Et c'est exactement ce qui s'est produit. Ce Maroc-là a continué à centrer, non pas parce que la situation l'exigeait, mais parce que c'était devenu un réflexe, un automatisme non corrigé, et dans une compétition où chaque détail compte, ce manque d'adaptation finit toujours par laisser des traces. Et lorsque l'on entre enfin dans le détail du jeu, lorsque l'on quitte le plan général pour observer les dynamiques individuelles, un contraste saute immédiatement aux yeux. Un contraste saisissant, presque cruel. Celui qui résume à lui seul les déséquilibres offensifs du Maroc sur ce match. Sur le côté droit, Brahim Diaz a livré une prestation de très haut niveau. Une prestation généreuse. Une prestation intelligente. Brahim a été partout. Dans l'effort, d'abord. Dans la compréhension du jeu, ensuite. Et dans l'envie, surtout. Celle d'un joueur qui sent que son équipe a besoin de lui, qui refuse de se cacher, qui prend ses responsabilités. Mais regardez bien ce que cela implique. Brahim n'est pas resté collé à sa ligne. Il n'en avait pas le luxe. Il a décroché. Souvent, il est revenu au cœur du jeu, parfois très bas pour aider à la relance. Il a porté le ballon, absorbé la pression, éliminé, cassé des lignes. Il a tenté de donner du rythme à une construction qui en manquait cruellement. Il a créé là où il y avait peu d'espace, peu de mouvement, peu de solutions. Et paradoxalement, c'est précisément parce qu'il a trop bien fait son travail que le déséquilibre est apparu. Car à force de décrocher pour exister, le couloir droit s'est vidé. Plus de largeur, plus de présence, plus de menaces constantes sur ce côté. Le danger venait de Brahim, mais pas de sa zone initiale. Et dans un football aussi structuré que celui du Mali, ce type de déséquilibre ne pardonne pas. Et pendant que Brahim compensait, pendant qu'il assumait plusieurs rôles à la fois, le côté opposé, lui, restait silencieux. Sur le flanc gauche, Sabiri n'a jamais réellement existé dans ce match. Transparent, invisible, inoffensif, peu de percussions, peu d'appels, peu de prise de risque, trop peu pour peser sur une défense malienne parfaitement organisée. Ce déséquilibre gauche-droite a eu des conséquences immédiates, très concrètes. Un attaquant de pointe livré à lui-même, aucun soutien réel dans les zones décisives, une construction trop lente, trop lisible, un Mali qui a tout le temps de se replacer, de coulisser, de fermer les espaces. Et, comme ultime recours, des longs ballons balancés vers l'avant, sans conviction, sans coordination. El Kaabi, dans tout ça, s'est retrouvé dans une mission impossible, seul face à deux défenseurs maliens colossaux, Camara et Diaby, deux joueurs proches des 2 mètres, puissants, dominants dans le jeu aérien, parfaitement à l'aise dans ce registre. Dans ces conditions, la question se pose d'elle-même, presque ironiquement. Comment espérer gagner des duels aériens à répétition dans un tel rapport de force ? Comment imaginer que la solution viendrait de ballons hauts, prévisibles, face à une défense taillée pour ce genre de combat ? À force de manquer de variété, à force de ne pas corriger les déséquilibres visibles, le Maroc a fini par s'enfermer dans un schéma qui servait davantage les qualités de l'adversaire que les siennes propres. Brahim Diaz a été brillant, mais il a été brillant dans un système qui l'obligeait à compenser les manques ailleurs. Et lorsque votre joueur le plus inspiré doit à la fois créer, relancer, porter, presser et déséquilibrer, c'est souvent le signe que quelque chose, collectivement, ne fonctionne pas comme il devrait. Ce match n'a pas révélé un manque de talent, il a révélé un déséquilibre structurel. Et face à une équipe aussi disciplinée et lucide que le Mali, ce type de déséquilibre finit toujours par se payer. Et c'est précisément à partir de ce déséquilibre, de cette lecture trop rigide du jeu que l'on comprend enfin où se situait la véritable clé de ce match. Une clé que le Maroc a entrevue sans jamais réellement l'utiliser comme il l'aurait fallu. Non, ce match ne se jouait pas dans les airs. Non, ce match ne se gagnait pas à coups de ballon balancés dans la surface. Et non, la solution ne s'appelait pas En-Nesyri, aussi précieux soit-il dans d'autres contextes. Face à une défense malienne aussi grande, aussi puissante, aussi à l'aise dans le duel aérien, persister dans ce registre relevait presque de l'acharnement. La bataille était perdue d'avance. Les Camara, Diaby et consorts dominaient cet espace sans forcer, repoussant chaque centre avec autorité et sérénité. La clé était ailleurs, bien ailleurs. Elle se trouvait dans ce que le football moderne exige face à des blocs denses et athlétiques. La percussion, la fixation, le mouvement et la vitesse d'exécution. Elle se trouvait dans les appels sans ballon, dans les dédoublements incessants, dans les centres en retrait,
plutôt que les centres aériens, dans les ballons joués à terre, dans les passes rapides, dans les combinaisons courtes capables de désorganiser une ligne défensive. Bref, la clé, c'était les ailes, mais pas n'importe lesquelles. Des ailes vivantes, des ailes agressives, des ailiers au sens plein du terme, des joueurs capables de provoquer, d'éliminer en 1 contre 1, de forcer un défenseur à sortir de sa zone, de créer une supériorité numérique, puis de faire le bon choix au bon moment. C'est exactement ce que le Maroc n'a pas réussi à installer durablement dans ce match. Et pourtant, la preuve était là, sous les yeux de tous. L'action du penalty en est l'illustration parfaite, une séquence presque pédagogique. Brahim Diaz reçoit le ballon sur le côté, il provoque. Premier crochet, le défenseur mord. Tacle évité, deuxième crochet, puis un troisième. Le défenseur est en retard, déséquilibré, dépassé. La main traîne, penalty. Voilà le danger, voilà la faille. Voilà ce que ce match demandait. Pas de force brute, pas de ballon balancé à l'aveugle, mais de la finesse, de la mobilité, de la créativité. Cette action n'est pas un hasard. Elle est le résultat d'une prise de risque individuelle, d'une volonté d'aller provoquer, d'un refus de jouer simple quand la situation exige d'oser. Et c'est précisément ce type de situation que le Maroc aurait dû multiplier. Encore et encore, jusqu'à faire craquer le bloc malien. Mais faute d'avoir installé des ailiers capables de répéter ces efforts, faute d'avoir insisté dans ce registre, cette action est restée presque isolée. Une étincelle dans un match trop souvent figé. Et c'est là que le constat devient frustrant. Parce que le Maroc a montré, par séquence, qu'il avait la solution. Mais il n'a jamais fait de cette solution un plan clair, assumé, constant. Ce match n'appelait pas à la patience stérile. Il appelait à l'audace, à la vitesse, à la provocation. Et tant que cette lecture ne sera pas pleinement intégrée, le Maroc continuera de se heurter à ce même mur, celui des équipes bien organisées, solides, disciplinées, prêtes à encaisser, mais aussi prêtes à punir au moindre manque de lucidité. La réponse était sur le terrain. Elle a été montrée. Elle n'a simplement pas été assez exploitée. Et c'est justement à partir de ce constat, celui d'une solution pourtant identifiée mais jamais réellement exploitée, que l'on bascule dans le moment clé du match. Celui où tout peut encore basculer d'un côté comme de l'autre. Celui où le rôle du sélectionneur devient central, décisif, presque déterminant. Et puis arrivent les choix. Et là, il faut le dire franchement, l'incompréhension est totale. Parce que lorsque la lecture du jeu est claire, lorsque les déséquilibres sont visibles à l'œil nu, certaines décisions s'imposent presque d'elles-mêmes. Elles ne relèvent plus du débat, mais de l'évidence. Et parmi ces évidences, il y en avait une qui sautait aux yeux. Sabiri devait sortir. Et il devait sortir tôt, à la mi-temps, sans hésitation, sans justification à chercher ailleurs. Son match était insuffisant. Manque de percussion, manque d'impact, manque d'influence. Le couloir gauche n'apportait rien ou presque. Aucun danger constant, aucune fixation, aucune prise de risque capable de bousculer la défense malienne. Dans un match qui appelait précisément ce type de profil, ce manque devenait criant. Mais contre toute attente, Sabiri reste sur le terrain. Pire encore, il change de côté. Comme si le problème venait de sa position et non de son apport. Comme si un simple glissement suffisait à transformer une prestation fade en menace réelle. Et c'est là que la situation devient encore plus déroutante. Car au moment même où le Maroc avait besoin de créativité, de justesse, de joueurs capables de répéter les efforts, ce sont Brahim Diaz et Azzedine Ounahi qui quittent la pelouse. 2 joueurs parmi les plus influents du match. 2 joueurs qui faisaient vivre le ballon. 2 joueurs qui apportaient du mouvement, des combinaisons, du lien entre les lignes. À la 70e minute. Dans un match toujours totalement ouvert, dans un match où le moindre détail pouvait faire la différence. Sortir Brahim Diaz à ce moment-là, c'est enlever l'étincelle, c'est retirer celui qui provoque, qui élimine, qui force l'erreur, celui qui, par une prise de risque individuelle, avait justement montré la voie à suivre. Sortir Ounahi, c'est priver le Maroc de sa capacité à jouer entre les lignes, à enchaîner en une touche, à donner du rythme à une possession trop souvent figée. Ces choix ne sont pas simplement discutables. Ils sont déroutants, ils sont difficiles à expliquer dans la logique du match. Car à cet instant précis, le Maroc n'avait pas besoin de sécuriser. Il n'avait pas besoin de fermer. Il avait besoin d'insister, d'appuyer là où le Mali commençait à douter,
d'exploiter les espaces qui commençaient à apparaître avec la fatigue. Au lieu de cela, le Maroc a semblé se priver volontairement de ses meilleures armes, comme si le message envoyé était paradoxal. Ralentir quand il fallait accélérer, rassurer quand il fallait oser, contrôler quand il fallait déséquilibrer. Et c'est là que ce match bascule définitivement dans le registre des regrets, parce que ces choix, à cet instant précis, ont coupé l'élan. Ils ont brisé une dynamique. Ils ont donné au Mali exactement ce dont il avait besoin, du temps, du répit, de la lisibilité. Dans une compétition de ce niveau, les matchs ne se gagnent pas seulement avec un plan initial, ils se gagnent aussi, et parfois surtout, avec des décisions prises au bon moment. Et ce soir-là, ces décisions ont manqué de justesse. Ce n'est pas une condamnation, c'est un constat dur mais nécessaire. Parce qu'à ce niveau d'exigence, les choix comptent autant que les intentions. Et c'est précisément à ce moment-là, après ces choix qui ont brisé la dynamique marocaine, que le match a livré son message le plus limpide. Un message sans ambiguïté, presque brutal dans sa clarté. Parce que ce match racontait quelque chose de très simple, mais de fondamental. Quand le Maroc jouait au football, le Mali souffrait. Quand le Maroc jouait vite, en une touche, au sol, en cherchant les intervalles, en multipliant les combinaisons entre ses joueurs les plus techniques, Mazraoui, Ounahi, Brahim, le bloc malien reculait. Il doutait, il subissait. Il était obligé de sortir, de coulisser, de rompre son organisation. Dans ces séquences-là, on sentait le Mali sur le fil. Les distances s'allongeaient, les duels devenaient plus hésitants, les retards s'accumulaient. Le danger était réel, palpable. Le Maroc imposait son tempo, son intelligence collective, sa supériorité technique. Mais dès que cette intention disparaissait, dès que le jeu redevenait plus direct, plus mécanique, plus stéréotypé, le rapport de force s'inversait presque instantanément. Long ballon balancé, sans préparation, absence de largeur réelle, peu de mouvements coordonnés, un jeu prévisible, lisible, confortable à défendre. Et là, le Mali respirait. Il respirait parce qu'il savait exactement quoi faire. Il respirait parce que ses défenseurs dominaient ce registre. Il respirait parce que chaque ballon dégagé devenait une opportunité de transition. Et dans ces moments-là, le danger changeait de camp. Car à force de perdre le ballon trop vite, à force de s'exposer sans déséquilibrer réellement, le Maroc offrait au Mali ce qu'il recherchait, des espaces, du temps, des situations de contre-attaque. Et à chaque transition, le Mali gagnait en confiance. À chaque projection, il se disait un peu plus que ce match n'était pas hors de portée. Plus le temps passait, plus cette idée s'installait dans les têtes maliennes. Mais en fait, on peut les battre. Ce n'était plus de la simple résistance, ce n'était plus de l'attente, c'était une conviction qui prenait forme, une certitude progressive nourrie par les imprécisions marocaines, par l'absence d'adaptation, par ces choix qui avaient coupé le rythme au moment où il fallait appuyer. Et c'est là que réside le vrai danger. Pas seulement dans le score, pas seulement dans le point concédé, mais dans le message envoyé. Parce qu'un adversaire qui comprend qu'il peut exister, qu'il peut rivaliser, qu'il peut même gagner, devient immédiatement plus dangereux, mentalement, tactiquement, collectivement. Ce match n'a pas simplement montré les limites offensives du Maroc, il a montré ce qui se passe quand une équipe abandonne ce qui la rend forte. Quand le Maroc joue juste, il domine. Quand il se renie, il s'expose. Et dans une compétition où chaque détail compte, ce genre de renoncement, même temporaire, peut coûter très cher. Et c'est précisément à partir de cette prise de confiance malienne, née des hésitations marocaines, que l'on mesure la portée réelle de ce match nul. Car, au-delà du score, au-delà du classement, au-delà même de la qualification encore en bonne voie, cette rencontre envoie un signal fort. Un signal que toutes les autres équipes de la compétition ont forcément capté. Ce match envoie un message limpide, un message qui ne se dit pas dans les mots, mais qui se lit dans les attitudes, dans les séquences de jeu, dans les moments de flottement. Le Maroc est prenable, le Maroc est attaquable, le Maroc peut être mis en difficulté. Et ce n'est pas anodin, parce que depuis de longs mois, le Maroc avançait avec une forme de certitude, une aura, une réputation construite sur la solidité, sur la maîtrise, sur cette capacité à contrôler les matchs même sans briller. Une équipe difficile à manœuvrer, rarement bousculée, encore plus rarement mise en danger sur la durée. Or, face au Mali, cette image s'est fissurée.
On a vu une équipe qui doute dans le jeu, une équipe qui hésite dans ses choix, une équipe qui peine à imposer son identité offensive face à un bloc bien organisé, une équipe qui, par séquence, a laissé l'initiative à l'adversaire. Et dans une compétition de ce niveau, ce genre de signaux ne passe jamais inaperçu. Les staffs adverses observent, analysent, notent. Ils voient qu'en fermant les côtés, en imposant de l'impact au milieu, en forçant le Maroc à jouer long et à abandonner ses principes, il est possible de le faire sortir de sa zone de confort. C'est là que réside l'inquiétude. Pas parce que le Maroc serait devenu faible, mais parce qu'il est désormais lisible. Et dans le football de haut niveau, être lisible, c'est déjà perdre une partie de son avantage. Ce qui est nouveau, justement, c'est cette impression de vulnérabilité, cette sensation que le Maroc peut être poussé à renoncer à ce qui fait sa force, qu'il peut être contraint de subir les temps forts adverses, qu'il peut laisser s'installer le doute quand le plan initial ne fonctionne pas. Et cette inquiétude ne vient pas d'un manque de qualité individuelle, le Maroc en regorge, mais d'un manque de réponse claire lorsque le scénario échappe au contrôle, car jusqu'ici, le Maroc donnait le sentiment d'avoir toujours une solution, un plan, une certitude. Face au Mali, cette certitude s'est effritée, et quand une équipe de ce calibre commence à envoyer ce type de message, les adversaires ne se font pas prier pour s'y engouffrer. Ce match n'a pas seulement offert un point au Mali, il a offert une clé de lecture à toute la compétition. Et maintenant, la question n'est plus de savoir si le Maroc est capable de gagner cette compétition, il en a les moyens, mais s'il est capable de corriger, d'ajuster, d'oser, avant que cette fissure ne devienne une véritable brèche. Parce qu'à ce niveau, ce qui est repéré une fois est souvent exploité deux fois. Oui, bien sûr, on peut pointer des faits précis. Oui, l'erreur d'El Yamik coûte un penalty. Et à ce niveau de compétition, ce genre d'erreur se paie cash. Oui, certaines prestations défensives interrogent, inquiètent, même par moments, tant les automatismes semblaient fragiles. Oui, on peut légitimement se demander s'il n'aurait pas fallu tenter autre chose, oser Boudlal, injecter du sang neuf, de la sérénité, peut-être une lecture différente des duels. Mais s'arrêter là serait une facilité. Ce serait réduire ce match à une succession d'erreurs individuelles, alors que la réalité est bien plus profonde. Parce qu'au-delà des noms, au-delà des situations isolées, ce match nul raconte avant tout une chose, un échec de gestion. Un échec dans la lecture du match, un échec dans l'anticipation des temps faibles, un échec dans les ajustements, ou plutôt dans leur absence. Car un sélectionneur ne se juge pas uniquement sur son 11 de départ, il se juge sur sa capacité à sentir le match lui échapper et à agir avant qu'il ne soit trop tard. Et face au Mali, le scénario était lisible, terriblement lisible. Le Maroc perdait peu à peu le contrôle émotionnel et tactique de la rencontre, tandis que le Mali gagnait en confiance, en agressivité, en conviction. Et pourtant, rien ne venait casser cette dynamique. Les signaux étaient au là. La baisse de rythme, la stérilité offensive, les ballons balancés sans conviction, les espaces laissés en transition, le doute qui s'installait. C'est précisément à ce moment-là que le rôle du sélectionneur devient central. C'est là qu'il doit trancher, protéger son équipe, réaffirmer une identité, remettre des repères. Or, ce qui a dominé, c'est l'attentisme, des choix tardifs, des choix à contre-courant du contenu du match. Des changements qui ont affaibli ce qui fonctionnait encore, au lieu de corriger ce qui dysfonctionnait. Et c'est pour cela qu'il faut le dire clairement, sans détour, sans excès émotionnels, mais avec lucidité, Walid Regragui est responsable de ce scénario. Responsable, non pas parce qu'il serait un mauvais entraîneur, son parcours prouve le contraire, mais parce que sur ce match précis, il n'a pas su accompagner son équipe là où elle en avait besoin. Il n'a pas su protéger ses temps forts, ni endiguer ses temps faibles. C'est un fait, un constat, pas un procès. Et c'est peut-être là le point le plus important, cette responsabilité n'est pas une condamnation, c'est un avertissement. Parce que dans une compétition aussi courte, aussi dense, aussi impitoyable, les erreurs de gestion ne pardonnent pas toujours. Cette fois, le Maroc s'en sort avec un nul. La prochaine fois, l'addition pourrait être bien plus lourde. Ce match doit servir de leçon, pas seulement aux joueurs, mais surtout au banc. Rien n'est perdu. Le Maroc garde toutes ses chances de qualification. Mais une évidence s'impose.
Tout n'est plus sous contrôle. Après ce match contre le Mali, les certitudes se sont fissurées, les automatismes ont vacillé, la dynamique s'est essoufflée. Et dans un tournoi où chaque erreur se paie, ces signaux ne trompent personne. Prochain défi, la Zambie. Une Zambie qui n'a rien à perdre. Une équipe qui jouera sa qualification avec audace et détermination. Une équipe prête à exploiter la moindre faille, le moindre temps faible, la moindre hésitation. Ce match ne sera pas une formalité, loin de là. Le Maroc devra montrer qu'il a retenu les leçons de cette rencontre face au Mali, qu'il est capable de retrouver sa maîtrise collective, sa percussion, son intelligence de jeu, qu'il sait adapter ses choix tactiques, oser là où il faut oser et sécuriser là où il le faut. La Zambie ne viendra pas pour subir, elle viendra pour tester, pour punir. Et le Maroc doit impérativement répondre, avec lucidité, avec audace, avec la confiance intacte dans son potentiel. Parce que dans cette compétition, les prochains 90 minutes pourraient décider non seulement de la qualification, mais aussi de la stature réelle du Maroc dans ce groupe. Et il n'y aura pas de seconde chance. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec cette analyse. Prenez soin de vous. Et force au Maroc pour la suite.